Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Les législateurs chinois ont adopté une série de lois lors de la session plénière bimensuelle à Beijing. Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a approuvé la première loi antiterroriste en Chine dans une dernière tentative pour combattre le terrorisme et contribuer à maintenir la sécurité mondiale. La totalité des 159 législateurs ont voté en faveur du projet de loi cet après-midi. La nouvelle loi intervient à un moment délicat pour la Chine et le monde, suite aux attentats terroristes de Paris, à l'attentat à la bombe contre un vol passager en Égypte et aux assassinats brutaux de l'EI. Le comité permanent de l'APN a aussi entériné le premier projet de loi en Chine contre la violence domestique et marque une avancée décisive dans la protection juridique des victimes de violences conjugales qui restent trop souvent silencieuses. À la clôture de la session, le comité permanent a adopté des réformes historiques en autorisant les couples à avoir 2 enfants. La loi nouvellement révisée entrera en vigueur le 1er janvier. D'autres lois ont aussi été votées durant la session, telles que l'amendement à la loi sur l'éducation pour renforcer l'enseignement bilingue parmi les minorités ethniques et promouvoir le développement de l'enseignement supérieur. Les législateurs chinois ont adopté dimanche une décision historique permettant à tous les couples d'avoir 2 enfants. La loi révisée entrera en vigueur dès le 1er janvier 2016. Il s'agit d'une révolution majeure de la politique chinoise de planning familial. La première version du texte à l'étude établit que les couples ayant 2 enfants pourraient bénéficier d'un congé de maternité plus long. Certains couples pourraient même avoir plus de 2 enfants s'ils remplissent les critères d'éligibilité. Mais la question reste de savoir si la politique des 2 enfants pourrait s'appliquer aux familles à enfants uniques. Le professeur Teng Gongcheng étudie le système de sécurité sociale chinois et les politiques de planning familial depuis de nombreuses années. Il estime que cette nouvelle réglementation peut aider la Chine à résoudre son problème de population vieillissante. Mais cela ne devrait être qu'un début, car selon lui, d'autres mesures seront bientôt nécessaires. Je pense que le gouvernement devrait prendre plus de mesures qui soulageraient les parents de la pression qui accompagne la venue d'un enfant. C'est le cas en particulier pour les générations post-années 80 et 90, dont l'envie de fonder une famille est plutôt faible. Nous devrions fournir plus de subventions et de soutien via notre système social. La loi actuelle prévoit que les couples mariés tardivement et ayant attendu pour avoir des enfants se voient accorder des congés de maternité et de mariage allongés. Un autre article prévoit que ceux ayant choisi de n'avoir qu'un enfant reçoivent des aides sociales. Ces dispositions ont été supprimées dans le nouveau texte. Toutefois, celui-ci n'affectera pas les prestations sociales perçues par les générations précédentes qui ont appliqué l'ancienne loi de planning familial. Il en va des parents d'un enfant unique ou des parents dont l'enfant unique est né handicapé ou est décédé. Les législateurs veillent à la cohérence des régimes établis par les 2 textes. Nous souhaitons opérer une transition tous entre la politique de l'enfant unique et la nouvelle loi. Par exemple, les subventions aux familles ayant un enfant unique doivent continuer d'être perçues et nous devons leur apporter plus d'assistance. Les experts estiment que la politique autorisant la venue d'un second enfant affectera environ 100 millions de familles à travers tout le pays. Ce changement permettrait d'ajouter 30 millions de personnes à la population active d'ici 2050 et de faire baisser la proportion de la population âgée en Chine de 2%. Les législateurs en appellent à plus de coordination afin de suivre cette nouvelle politique de planning familial. Le déclin du secteur industriel en Chine a été amoindri le mois dernier. Selon le Bureau national des statistiques, les bénéfices des groupes industriels majeurs chinois ont diminué de 1,4% en glissement annuel en novembre et totalisé 672 milliards de yuans. Toutefois, cette baisse est moins importante que celle enregistrée en octobre dernier, où les bénéfices industriels avaient baissé de 4,6% sur le même laps de temps. Selon les responsables, un rebond des ventes, des coûts inférieurs et des retours sur investissement ont contribué à ralentir la baisse des bénéfices.
De plus, les bénéfices ont grimpé au début de l'année dans le secteur de l'industrie automobile et de l'électricité de 35% et 51% respectivement par rapport à l'année dernière et ont donc ralenti le déclin. Les autorités chinoises ont accentué leurs efforts pour renflouer l'économie face au risque de baisse qui plane encore. L'Arabie saoudite dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen. Cette attaque fragilise un cessez-le-feu déjà précaire avant de nouveaux pourparlers de paix qui doivent se tenir le mois prochain sous l'égide des Nations Unies. Selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle SPA, les forces de défense saoudiennes ont intercepté samedi un missile Scud tiré de Sanaa au Yémen en direction de la ville de Najran. Il semble que le missile en question visait une base de la garde nationale saoudienne. Le pays conduit une coalition militaire principalement de pays arabes du Golfe qui a entamé en mars une campagne de bombardement contre les insurgés chiites houthis afin de rétablir l'autorité du président Abderrabou Mansour Hadi et de son gouvernement. Le conflit a provoqué au moins 6000 morts. La trêve entre les belligérants au Yémen est d'entrée en vigueur le 15 décembre. Le jour de Noël, les États-Unis et leurs alliés ont conduit 17 frappes aériennes contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. En Syrie, la coalition militaire a effectué 5 frappes aériennes à l'aide d'avions d'attaque commandés à distance. Les cibles incluaient les avions d'Al-Raqqa, Manji et Mara. En Irak, les frappes ont touché plusieurs zones contrôlées par le groupe État islamique aux abords de 5 villes, dont Ramadi, où plusieurs véhicules ont été détruits et 2 militants blessés. À Saint-Jar, les bombardements ont détruit 3 ponts utilisés par les terroristes. La Turquie fait l'objet d'une attaque, la pire qu'ait jamais connue le pays. Même s'il est difficile de calculer les dégâts ultimes, des milliers de personnes ont été affectées alors que la nation renforce ses précautions. Depuis début décembre, la Turquie a fait l'objet de cyberattaques et elle ne s'en est toujours pas remise. Bien que cela n'ait pas été confirmé, auparavant le collectif Anonymous avait accusé le gouvernement turc d'appuyer l'organisation État islamique et avait produit l'avertissement suivant. Cher gouvernement de la Turquie, si vous ne cessez pas de soutenir l'organisation État islamique, nous continuerons à attaquer votre Internet, vos serveurs racines de DNS, vos banques et nous fermerons vos sites gouvernementaux. La vidéo a depuis été retirée de la chaîne du groupe sur YouTube. Pendant plusieurs jours, il était difficile d'accéder à des sites Internet dont les noms de domaine finissent par TR, ce qui signifie les institutions gouvernementales, les écoles, les entreprises locales, l'armée turque et particulièrement les banques. Des milliers de clients en ligne des banques ont été affectés. Le gouvernement turc a rassuré ses concitoyens en leur disant que l'attaque était maîtrisée. Nous avons pris les précautions nécessaires pour cette attaque. En raison de ces efforts, jusqu'à présent, les effets de l'attaque ont été minimisés et neutralisés pour la plupart. Cependant, certains experts en cybersécurité pensent qu'on doit en faire davantage pour empêcher des menaces plus grandes. Il y a un besoin important de coordination entre les institutions publiques et privées. Et mis à part l'augmentation de ses capacités techniques, la Turquie a besoin d'une approche multidisciplinaire qui intègre la guerre psychologique, la sécurité des technologies de l'information, le terrorisme, les relations internationales et les luttes non orthodoxes. Jusqu'à présent, les effets ont été limités. Les citoyens n'ont pas pu faire de transactions bancaires en ligne et les banques ont subi des dommages économiques. Cependant, si comme l'a promis Anonymous, les actifs de l'armée turque et les aéroports sont visés lors de la prochaine attaque possible, cela pourrait constituer une menace à la sécurité nationale de la Turquie avec des conséquences beaucoup plus graves. Après que des tireurs et des kamikazes ont tué 130 personnes lors des attaques du 13 novembre à Paris, une controverse fait maintenant rage en France quant au plan du gouvernement français de déchoir de leur nationalité française les binationaux impliqués dans des affaires de terrorisme. Cette décision pourrait à présent avoir un impact important sur de nombreux citoyens d'Afrique de l'Ouest qui, en raison des liens de leur pays avec leurs anciens colonisateurs, ont la double nationalité. Partons au Sénégal interroger des habitants sur la nouvelle mesure. Que la France se souvienne,
en 1914, lorsqu'il fallait venir en Afrique et prendre des tirailleurs sénégalais, solliciter même les tirailleurs sénégalais, que la France se souvienne lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions là-bas à défendre la Marianne. Je pense qu'il est inadmissible aujourd'hui qu'ils ne veulent pas de ces Africains. Ici en Afrique, nous accueillons cette décision impopulaire et nous disons non à la France, et nous disons non à la France, et nous disons non à la Marianne. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision et je crois qu'on va les suivre et voir ce que ça, en fait sera la suite. C'est une mesure qui n'est pas du tout admissible. Dans la mesure où ce sont des gens qui sont, la plupart d'entre eux sont nés en France ou bien ce sont des enfants immigrés. Donc ils ont acquis la nationalité française. Actuellement, on ne peut pas leur interdire, on ne peut pas leur retirer cette nationalité sous prétexte qu'on est en train de combattre le terrorisme. C'est une question qui ne peut pas du tout régler le terrorisme, mais ça entraînera une radicalisation, mais aussi une rancune et une rancœur. Pour moi, la décision, ce n'est pas normal, c'est une fausse décision. La France, il aurait pensé avant de prendre cette décision-là parce que c'est grâce aux Africains, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens et tous les Africains, grâce à eux, que la France a été libérée. Et c'est grâce à eux que la France a été reconstruite après la guerre du monde, la guerre mondiale. Pour moi, c'est une fausse décision. Ça va nouer les relations entre France et l'Afrique, toute l'Afrique, sans exception. Pour la première fois depuis 2 décennies, les habitants de la capitale somalienne Mogadiscio ont un jardin de la paix qui attire des centaines de familles chaque week-end. Au milieu du chaos et de l'insécurité que connaît la capitale somalienne depuis des années, il y a un autre aspect de cette ville que les médias ne vous montrent jamais. Bienvenue au jardin de la paix. C'est ici un week-end plein de joie pour ces enfants de la capitale somalienne et pour ces parents heureux, c'est un rêve devenu réalité. Des centaines de personnes viennent ici chaque week-end et ce ne sont pas seulement les habitants du coin. Des membres de la diaspora sont aussi là, certains venant d'aussi loin que l'Australie. Mes amis australiens, bienvenue à Mogadiscio, c'est très joli. C'est mon message au monde. Nous voulons transformer le récit que les gens se font de la Somalie. Nous sommes venus ici pour fêter le vendredi. Je n'ai pas d'amis ici, mais je vais m'en faire aujourd'hui. Tous ces gens sont gentils et bons aussi. Pendant maintenant plus de 2 décennies, les enfants d'ici n'avaient pas de terrain de jeu et encore moins de jardin de la paix. À présent, les habitants disent que celui-ci est un signe que la vie ici à Mogadiscio retourne à la normale. Le jardin de la paix a grandement changé la capitale. Pour la première fois en 2 décennies, les familles ont un endroit où passer le week-end. Le jardin de la paix a aussi transformé la ville en un bel endroit. Pour les jeunes de la ville, c'est un nouvel endroit où prendre des photos. Et pour ces jeunes gens, c'est l'heure du selfie et une opportunité de passer du bon temps avec les êtres chers. Les photographes aussi espèrent raconter une histoire différente. Mukhtar Mohamed est l'un d'eux qui souhaite montrer au monde que sa ville se relève. Je suis photographe. Je viens ici chaque week-end pour prendre des photos des jolis endroits de Mogadiscio et pour montrer au monde que Mogadiscio se relève et montrer en image la Somalie dont vous n'avez jamais entendu parler. L'amélioration de la sécurité constitue un développement important dans la capitale et Mukhtar espère que ces photos peuvent aider à transformer le récit que les gens se font de Mogadiscio, d'une ville fantôme et d'un État en banqueroute, à une nation paisible et une destination de tourisme possible. Une récente décision prise par les autorités américaines pour protéger les lions africains en les plaçant sur la liste des espèces en danger a soulevé un optimisme prudent de la part des défenseurs de la nature en Afrique du Sud. Dans le cadre de cette loi, les chasseurs américains ramenant chez eux leur trophée de lion auront besoin d'un permis qui ne sera délivré que si la chasse fait partie d'une stratégie de conservation servant à augmenter l'espèce dans la nature. Cette mesure qui vise à dissuader la chasse au lion va-t-elle réussir ? Le secteur sud-africain de la chasse au lion est dans le collimateur du gouvernement américain qui a fait adopter une nouvelle législation plaçant les lions africains sur la liste des espèces en danger. Cette loi interdit l'importation de trophées de lions aux États-Unis, ce qui pourrait potentiellement étouffer le marché sud-africain de la chasse aux lions en enclos, qui voit de riches chasseurs américains
payer jusqu'à 75 000 $ pour pouvoir tuer un lion. Cette décision a été saluée avec un optimisme prudent. C'est un bon geste vraiment, mais il reste à voir si cela va véritablement fonctionner. C'est une législation très large, elle protège les lions d'une région spécifique et a certaines règles. Mais elle peut être tordue, détournée, et c'est cela qui nous inquiète. On compte plus de 8 000 lions élevés en captivité dans 200 installations de chasse en enclos en Afrique du Sud, attendant le même destin funeste que Cécile le lion. Mais bien que la législation décourage efficacement les riches chasseurs américains de prendre part à des chasses locales aux lions dans des enclos, la législation sud-africaine a elle aussi également besoin d'être en adéquation afin de lutter contre ce problème. Il y a de possibles failles dans le document qui peuvent être exploitées et c'est cela qui nous inquiète, comme l'élevage des lions pour la chasse en enclos. C'est une bonne chose que cela s'arrête et les personnes compétentes et les gouvernements responsables devront agir de manière efficace. Il existe un authentique consensus autour du fait que les jours de la chasse aux lions en enclos sont comptés. Une chasse condamnée par l'opinion publique. La nouvelle législation fait partie d'un mouvement plus large pour rendre une fois pour toutes cette pratique inhumaine hors la loi. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'essentiel de nos informations sur notre site internet fr.cntv.ca.